pas possible tout de suite, reprenons le travail. Le Kremlin, aujourd'hui prudent, la Pologne, c'est l'affaire des Polonais. Joël Le Teul propose dès aujourd'hui une série de mesures en faveur des marins-pêcheurs. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le ministre des Transports, monsieur Joël Le Teul, a donc rendu public cet après-midi à 15 h toute une série de mesures en faveur de la pêche française. Une série de mesures que nous allons étudier dans le détail et qui sont prises au moment même où le conflit de la pêche, disons, reprenait une tournure délicate. C'est à Antifer que les choses se sont le plus mal passées aujourd'hui. Antifer, c'est un terminal pétrolier qui est construit au nord du cap de la Hève, près du Havre. Un terminal pétrolier gigantesque qui est capable d'accueillir des pétroliers de 500 000 tonnes. L'an passé, près de 38 millions de tonnes de pétrole sont passées par ce chenal. Nous allons découvrir cette petite carte, ce chenal qui est ici pour aller s'amarrer au quai des hydrocarbures qui est ici. Depuis ce matin, ce ne sont pas des pétroliers qui naviguent dans ce chenal, mais plutôt des chalutiers. Le chenal fait très exactement 550 mètres de large et une vingtaine de chalutiers et une dizaine de bateaux de la Marine nationale y croisent. Les premiers veulent bloquer l'accès au terminal. Ils ont notamment déplacé un certain nombre de bouées. Les seconds ont pour ordre d'assurer la liberté de navigation pour les pétroliers. On attendait le début des hostilités depuis hier soir. Dans le chenal d'accès au port, une vingtaine de chalutiers. Un peu plus au large, un pétrolier grec chargé de 200 000 tonnes de fioul. Parti de Cherbourg, 11 bâtiments de la Marine nationale faisant route vers Antifer. En fin de matinée, après quelques escarmouches autour des bouées qui marquent l'accès au port, la bataille commence. Les bateaux de la Marine nationale lancent des tonnes d'eau de mer sur les chalutiers des marins-pêcheurs, qui vont pendant plusieurs heures démontrer leur virtuosité et la maniabilité de leurs embarcations, le jeu, si l'on peut dire cela, consistant à éviter la charge de la marine. À proximité des remorqueurs lanceurs d'eau croisent un dragueur de mine et un aviso. Très vite, les renforts aux pêcheurs accourent. On voit une dizaine de chalutiers filant à toute vitesse prêter main forte. Un soutien psychologique avant tout, puisque l'arrosage continue et que le cercle ne fait que s'agrandir pour peu de résultats. Tout à l'heure, plusieurs dizaines de gendarmes mobiles ont embarqué pour aller se mêler aux autres bateaux et tenter de ramener le calme. Selon les pêcheurs, 3 de leurs chalutiers auraient été endommagés par les navires de la marine. Ce soir, la brume cache presque complètement la rade du port d'Antifer. La bataille navale d'aujourd'hui a été en tout cas très spectaculaire. Oui, elle est d'ailleurs terminée puisque les chalutiers qui occupaient donc ce chenal d'Antifer ont laissé le champ libre il y a quelques minutes à la Marine nationale. À 19 h, ils ont mis le cap vers le large. Fermeté donc d'un côté, c'est la Marine nationale, mais aussi ouverture de l'autre. Monsieur Joël Le Teul a donc rendu public aujourd'hui, en milieu d'après-midi, toute une série de mesures destinées à améliorer la condition des pêcheurs et à réorganiser toute la profession. Première mesure, améliorer les circuits des ventes. Il s'agit là de faire en sorte que le poisson soit payé plus cher aux marins-pêcheurs sans que cette hausse se répercute au détail. Dans chaque région, une commission devra faire des propositions dans ce sens. Par ailleurs, le contrôle sanitaire aux frontières sera renforcé afin de mieux contrôler les importations. Seconde mesure, moderniser la flotte artisanale. Les aides financières seront débloquées plus rapidement et elles seront élargies. Ainsi, les navires de moins de 12 mètres pourront en bénéficier à la condition que leurs propriétaires adhèrent à une organisation de producteurs. Troisième mesure, relever les prix d'objectifs. Cette décision, un peu complexe, vise à garantir les revenus des pêcheurs par une subvention lorsque les prix sont inférieurs à un certain niveau. Quatrième mesure, aménager les réglementations, c'est-à-dire répondre à toute une série de demandes faites par les pêcheurs sur des points locaux et particuliers. Enfin, dernière mesure, renforcer l'interdiction de vente de poissons par les pêcheurs non professionnels. C'est une disposition qui intéresse notamment les marins de la Méditerranée.
Bon, au fil des heures, donc, les marins-pêcheurs vont prendre connaissance maintenant dans le détail de ces mesures présentées par M. Le Teul. Ils commencent d'ailleurs à réagir. Après un premier examen, les marins-pêcheurs de Boulogne s'estiment déçus. C'est un coup d'épée dans l'eau, estime le président des armateurs de Boulogne. Trop de mesures au conditionnel, juge la CFDT qui demande la convocation tout de même du Bureau central des pêches maritimes pour qu'un représentant du ministre vienne expliciter les mesures proposées. Enfin, réaction négative également de M. Georges Segui. Le gouvernement avait laissé entendre un conseil des ministres extraordinaire sur le problème du conflit des marins-pêcheurs. Il semble bien que cela se résume à des propositions de M. Le Teul que nous avons examinées attentivement et qui ne sont absolument pas de nature ni à résoudre le conflit, même pas à détendre l'atmosphère. Nous avons fait, nous, 5 propositions à ce conseil des ministres, mûrement réfléchies, étudiées, réalistes, raisonnables et constructives. Nous attendons du Premier ministre qu'il réponde de manière claire et précise à ces propositions pour l'ouverture de négociations que nous souhaitons vivement dans l'intérêt des marins-pêcheurs, dans l'intérêt du pays. Si au contraire le gouvernement répond par l'utilisation de la force de police, de gendarmerie et de la marine nationale, ce conflit ne peut que s'aggraver avec toutes les conséquences sérieuses, difficiles que l'on peut imaginer. Oui, et parmi ces 5 propositions, la CGT propose un abaissement du prix du gazole pour les marins-pêcheurs. C'est une mesure qui a été constamment refusée depuis le début de ce conflit par le ministre des Transports, M. Le Teul, qui a toujours précisé que le gazole en France n'était pas taxé et que donc on ne pouvait pas le faire baisser de prix. Quant au Parti communiste, dont une délégation a été reçue il y a quelques heures à l'hôtel Matignon, il demande que le Premier ministre se rende à Boulogne afin d'ouvrir les négociations avec tous les intéressés. Les mesures annoncées par le ministre des Transports vont peut-être ramener le calme dans les ports français. À Boulogne, d'où le mouvement est parti il y a un mois maintenant, le conflit est durement ressenti pour l'économie boulonnaise. Il y a les pêcheurs, bien sûr, mais il y a aussi, à terre, tous ceux qui travaillent le produit de la pêche, c'est-à-dire les ouvriers des conserveries, les transporteurs aussi, qui depuis près d'un mois n'ont pratiquement plus de travail. Ici, à Boulogne, le climat n'est pas à la décrispation, loin s'en faut. Chez les marins-pêcheurs, c'est la déception et la colère. Déception à la suite de l'échec des négociations hier à Paris, colère après l'intervention des forces de l'ordre sur le port. Réaction immédiate des syndicats, barrage renforcé à l'entrée du port par les chalutiers, tout trafic est bloqué et dès 8 h ce matin, assemblée générale des marins-pêcheurs et manifestation en ville. Quelle est la réaction des marins-pêcheurs à l'heure actuelle? Elle est violente. C'est une marmite que vous mettez sur le feu et voilà, à l'heure actuelle, on ne peut plus arriver à les tenir. La population jusqu'à présent a participé très activement à notre conflit, puisque nous constatons que l'interprofession a participé très massivement à la manifestation interprofessionnelle de mercredi dernier. Et les événements d'hier, avec l'intervention des forces de police, fait inhabituel à Boulogne, puisque de mémoire de syndicalistes, nous n'avons jamais vu l'intervention des CRS à Boulogne, fait qu'au contraire, la population est extrêmement motivée vis-à-vis du conflit des marins. Pas le moindre poisson ne sortira du port, tel est le mot d'ordre des marins-pêcheurs. Aussi, toutes les issues menant aux entreprises de pêche sont totalement bloquées par des piquets de grève. Chaque camion frigorifique est contrôlé, des actions qui se sont déroulées sans incident au vol. 42 camions seraient actuellement bloqués, représentant une marchandise d'une valeur d'1 milliard de centimes. D'où la colère des mareyeurs qui considèrent qu'ils font les frais d'un conflit dans lequel ils ne sont pas partie prenante. Ce que nous demandons absolument, c'est qu'il n'y ait pas d'entrave à la liberté du travail, parce que nous pouvons encore donner du travail à une partie de notre personnel. Mais les syndicats des équipages s'y opposent par les barrages que vous avez pu constater ici à la ville de Boulogne. Il est vrai que ce conflit a des retombées dans toute l'industrie de la pêche. Près de 7000 personnes sont touchées, en grève ou en chômage technique. Ainsi, cette conserverie qui emploie 800 personnes est arrêtée depuis 3 semaines. En fait, l'activité de l'ensemble du commerce de la ville est sérieusement ralentie. Il y aura de grosses séquelles. Il est certain qu'actuellement, toutes les échéances envisagées sur fin août et début septembre sont impensables. On ne pourra pas régler, d'une part, toutes les charges sociales et tous les frais divers qui continuent à courir. Autre secteur touché, le tourisme. Car avec la fermeture du port et l'arrêt des ferries,
c'est une autre source de revenus qui disparaît. Les Anglais du week-end qui, chaque dimanche, viennent par milliers faire leur shopping dans les magasins de la ville. Bref, défense de l'emploi pour les uns, situation économique difficile pour d'autres, la paralysie de Boulogne risque d'avoir à brève échéance de graves conséquences. Reste à savoir si les mesures proposées aujourd'hui par Joël Le Teul pourront débloquer la situation. Oui, face à cette situation difficile, donc, M. Pierre Mauroy, le président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, vient d'écrire au président de la République: l'avenir de Boulogne et de la pêche exige d'urgence une décision gouvernementale, écrit Pierre Mauroy. Cette décision devrait permettre des négociations et assurer la garantie des droits des marins-pêcheurs, ainsi que sauvegarder une activité essentielle au Nord-Pas-de-Calais et à la France. Reste tout de même dans ce conflit ce dont on a déjà beaucoup parlé, les touristes. Le trafic entre la France et l'Angleterre ne pose plus guère de problème. En revanche, les vacanciers de l'île de Ré, et ils sont plusieurs milliers, s'inquiètent. Pour eux, le retour est difficile. 20 minutes de navigation seulement. Encore faut-il trouver un bateau pour traverser la mer. Entre la Palisse et l'île de Ré, les pêcheurs laissent actuellement passer un bac par heure, alors que la rotation normale est de 5 navires dans la même durée. Résultat, une file d'attente de 10 km dans l'île et près de 5000 touristes bloqués. En outre, le ravitaillement de Ré est compromis pour les denrées de première nécessité comme l'eau, le lait, le pain et l'essence. La Croix-Rouge a mis à la disposition des vacanciers des tentes militaires. Elle assure aussi leur nourriture. 11 000 habitants en hiver, 150 000 en été, ces milliers de touristes attendent le bon vouloir des pêcheurs qui eux-mêmes attendent le résultat du Conseil des ministres. Des vacanciers qui seront peut-être en général d'accord avec la CFDT, qui certes appelle les marins-pêcheurs en grève à maintenir le blocage économique des ports, mais qui souligne que cette action n'a pas pour but de gêner les vacanciers. Il y aura donc peut-être amélioration pour ces derniers dans les prochaines heures. En tout cas, le conflit de la pêche ne figure pas à l'ordre du jour des conseils des ministres qui se réunira demain, puisque M. Le Teul a rendu public dès cet après-midi les mesures prises par le gouvernement. Toutefois, et on le souligne à l'Élysée, il n'est pas exclu que cette question soit évoquée entre les membres du gouvernement et avec le président de la République. La Pologne. Des dizaines de milliers de Polonais se sont réunis aujourd'hui devant le sanctuaire de Częstochowa. Comme chaque année, ils sont venus prier la Vierge Noire. Comme chaque année, le cardinal Wyszynski, c'est le primat de Pologne, a prononcé une homélie. Devant la foule, le cardinal Wyszynski a peut-être aussi d'ailleurs lu le message que lui a adressé le pape Jean-Paul II. L'Église a besoin d'être forte, écrit le souverain pontife, particulièrement en ce moment pour le bien de tout le pays et le renforcement de sa vie dans la paix et la justice. Oui, ils étaient aujourd'hui plus de 100 000 autour de cet homme de 80 ans, Stefan Wyszynski, primat de Pologne. 100 000 réunis à Jasna Góra, la colline sacrée des Polonais, Notre-Dame de Częstochowa. Ceci pour le pèlerinage annuel, un pèlerinage que le pape de Rome a suivi, on l'a dit, avec une attention particulière. L'heure reste grave en Pologne, alors le cardinal de Varsovie parle et il ne mâche pas ses mots. Il faut faire, a-t-il dit, un examen de conscience nationale. Tout le monde, entre parenthèses pas seulement le parti, est responsable de la situation. Les revendications sont justes, mais nous ne pourrons avoir tout de suite. Aussi faut-il établir un calendrier. Chacun doit exercer son sens des responsabilités. C'est l'intérêt général de la nation qui doit primer et non les intérêts particuliers de telle ou telle catégorie socio-professionnelle. Un discours inhabituel qui marque une étape nouvelle dans les relations entre l'Église et l'État polonais. Le cardinal Wyszynski a demandé en substance aux grévistes de reprendre le travail. Bien, Jean Offredo, un discours très important du cardinal Wyszynski et nous attendons aussi quelque chose de très important. Pour la première fois, je crois depuis très longtemps, la télévision polonaise annonce qu'elle va diffuser l'homélie prononcée aujourd'hui à Częstochowa par le cardinal primat de Pologne, Monseigneur Wyszynski. C'est un fait rarissime. Ah, c'est la première fois qu'un discours du cardinal primat est ainsi retransmis en direct, et pas en direct, en différé, pardon. En différé dans le journal télévisé. Oui, et à la même heure de grande écoute, c'est-à-dire au moment où nous sommes actuellement en studio. Voilà les images donc que retransmet actuellement en direct le journal télévisé polonais. Voilà, oui, le cardinal Wyszynski. Non, c'est en direct de Częstochowa, mais c'est pas grave. C'est retransmis par Varsovie. Et c'est la première fois donc que la télévision polonaise retransmet une heure de grande écoute le discours du cardinal primat. Et cela est un événement, et c'est à mettre en rapport avec l'une des demandes
des grévistes de Gdansk et d'ailleurs qui voulaient justement que l'Église ait un peu plus d'accès aux mass médias. Ça, c'est le premier événement. Et le second, puisque nous avons déjà eu le privilège d'entendre ce discours tout à l'heure, c'est effectivement l'appel à l'apaisement qu'a lancé le cardinal Prima à la suite de la lettre manuscrite que lui a adressée le pape. Et c'est une façon, dira-t-on, peut-être de soutenir le... Oui, appel à l'apaisement peut-être, mais soutien surtout du régime de M. Guirec et du gouvernement. Oui, soutien des autorités actuellement, mais dans un contexte quand même qui est clair. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de céder devant le pouvoir et de dire, puisque c'est le pouvoir, nous devons lui obéir, mais à condition qu'il y ait des réparations qui soient faites et qu'on examine bien la situation et qu'on apporte des solutions. C'est-à-dire c'est quand même très nuancé à la fois et en même temps très ferme. Oui, sur ces images que nous transmet en direct donc la télévision polonaise, nous voyons le cardinal Wyszynski, nous ne voyons pas la foule actuellement qui l'écoute, on ne sait pas du tout, et par les renseignements que vous avez pu avoir, vous ne savez pas du tout comment cette homélie a été accueillie. Nous ne savons pas encore, non, mais j'imagine, parce que ayant vécu ce genre d'événements les années précédentes, que cela doit être dans une certaine joie à Częstochowa. Maintenant, il faut voir les réactions, surtout effectivement des ouvriers qui sont en train de regarder certainement ces images-là en même temps que tous les Polonais. À votre avis, les propos du cardinal Wyszynski seront accueillis avec plus de joie que les propos de M. Guirec dimanche soir? Écoutez, il y a surtout le fait que le cardinal Wyszynski est une très grande autorité et que l'on sait très bien que s'il parle aujourd'hui, ce n'est pas comme cela une parole en l'air vide, mais qu'elle vient au terme d'une réflexion, de contact et vraiment d'une connaissance très grande de la situation. Et ils ont très confiance, les Polonais, qu'ils soient ouvriers ou intellectuels, en leur primat, et on peut être sûr qu'il sera entendu. Et d'autant plus que ce que dit en ce moment le cardinal Wyszynski a reçu l'aval du Saint-Père, du pape Jean-Paul II. Absolument, oui. Là, il est en train de faire tout un discours sur l'esprit de travail qui doit être nécessaire au bien de la nation. Bien. Voilà, nous allons laisser la télévision polonaise qui continue d'ailleurs la retransmission donc très exceptionnelle de cette homélie prononcée aujourd'hui à Częstochowa par le cardinal Prima de Pologne. À Gdansk, on doit regarder effectivement la télévision. Gdansk qui n'est plus isolé ce soir. Le téléphone a été rétabli. Les négociations d'ailleurs entre le vice-premier ministre et le comité de grève ont commencé. Pourtant, de nouvelles grèves se sont déclarées en Pologne dans plusieurs grandes villes de l'intérieur. Sur un point pourtant, dans les négociations, les ouvriers ont obtenu satisfaction. La prochaine loi sur les droits syndicaux tiendra compte non seulement de l'élection des délégués au bulletin secret, mais aussi et pour la première fois dans un pays de l'Est, rendra la grève légale. Un pont sur le canal qui mène à la Vistule, des maisons d'un style Renaissance, c'est le centre désert du Gdansk aujourd'hui. Des barbes à papa, des enfants, la foule, des stands débitant des hot dogs, c'est le centre commercial de Gdansk aujourd'hui. Ces deux images envoyées par la télévision polonaise sont là pour nous montrer qu'au fond, tout est calme là-bas. Tout est calme en dehors de l'usine Lénine. Au grille de l'usine, une photo du pape. Son représentant, le cardinal Wyszynski, a prononcé aujourd'hui un discours, on vient de vous en parler. Mais aussi l'important pour ces ouvriers, c'est le soutien populaire. Témoin, cette boîte que vous allez voir, où on leur dépose de l'argent. Mais l'essentiel surtout, c'est qu'enfin, le droit de grève leur soit formellement reconnu par la nouvelle loi sur le syndicat actuellement en préparation. Ici, cette foule attentive, comme tous les Polonais d'ailleurs, ont compris que les grévistes viennent d'obtenir une victoire sans précédent dans un pays socialiste, l'assurance d'élections syndicales libres, ce qui vient d'être confirmé par le Conseil central des syndicats polonais. Et pour que tous soient informés dans le détail, les syndicats ont exigé que les négociations soient retransmises par la radio régionale. Ces débats basés sur les 21 revendications politiques et économiques des ouvriers devraient être longs, difficiles, d'autant que toujours en toile de fond, l'omniprésence de Moscou se fait sentir. Le ministre des Affaires étrangères soviétique a indiqué aujourd'hui que les événements qui se déroulent en Pologne constituent une affaire purement intérieure à ce pays. C'est bien ce que tout le monde souhaite le plus vivement en Pologne aujourd'hui. Alors Georges Portelli, Moscou d'un côté, l'église polonaise de l'autre, M. Guirec ce soir a presque les mains libres. Oui, la réaction soviétique est à la fois brève, claire et officielle, puis c'est un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères qui vient de dire effectivement que les événements qui se déroulent en Pologne constituent une affaire purement intérieure à ce pays. Une affaire purement intérieure, ça veut dire que les soviétiques n'ont pas l'intention d'intervenir ouvertement dans ce qui se passe en Pologne. C'est donc presque un blanc-seing à M. Guirec, dont la relative audace est
est toléré par le Kremlin, doit être considéré donc comme un moindre mal. On voit mal d'ailleurs quelle alternative auraient les soviétiques actuellement, puisque déjà passablement enlisés en Afghanistan, ils doivent hésiter à se mettre la Pologne à dos. Donc disons que dans l'immédiat, c'est bien une solution de blanc-seing qu'ils ont donnée à M. Guirec. Voilà donc pour les deux grands sujets de cette journée encore, la pêche en France et la Pologne. Amnesty International est aux mains des syndicats réactionnaires américains et des services secrets américains et britanniques en 6 colonnes. Les Izvestia, c'est l'organe officiel du gouvernement soviétique, Georges Bortoli. Les Izvestia s'en prennent à l'organisation humanitaire pour l'organe donc du gouvernement soviétique. Amnesty International est un organisme politique et non pas philanthropique. La chute d'une plateforme pétrolière a coûté son poste au ministre des Pétroles de Chine. C'est en tout cas la raison officielle donnée pour annoncer le limogeage de M. Song Zheming. Pour les sinologues, cette destitution permet surtout d'éliminer un homme qui n'était pas un fidèle supporter de M. Deng Xiaoping. Le pape Jean-Paul II a adressé un message à l'Assemblée générale des Nations unies. Jean-Paul II demande aux nations développées qu'elles consacrent 1% de leur produit intérieur brut à la cause du développement des pays pauvres dans le monde. En Allemagne, les élections s'approchent. M. Helmut Schmidt et le SPD restent favoris. La CDU et la CSU mènent pourtant une campagne énergique. M. Franz Josef Strauss, le leader bavarois qui a quitté sa région pour faire campagne à Hambourg, n'a pas eu une soirée de tout repos hier. Certes, la bourgeoisie de la grande ville l'a bien accueilli, mais près de 15 000 personnes ont manifesté dans la rue contre lui. Une manifestation qui s'est mal terminée. Des bagarres très vives ont opposé gauchistes, casseurs et policiers. Le choc le plus rude s'est produit lorsqu'une partie des manifestants a tenté de pénétrer en force dans la salle où M. Joseph Strauss s'adressait à ses électeurs. La police a tenu bon, mais pas sans mal. 102 policiers ont été blessés. Officiellement, 4 manifestants seulement auraient été touchés. En Angleterre, les rapports entre policiers et citoyens sont meilleurs qu'en Allemagne. Le carnaval antillais qui se déroule tous les ans à pareille époque à Notting Hill prend parfois un caractère explosif. Il y a 2 ans, des affrontements très durs avaient fait là plus de 100 blessés. Eh bien cette année, rien de tout cela. Les policiers ne refusent même pas un petit tour de danse. Le carnaval de Notting Hill, qui chaque été rassemble une grande partie de la population de couleur dans le quartier jamaïcain de Londres, faisait figure cette année de test pour les relations raciales en Grande-Bretagne. Après les incidents qui avaient opposé en avril dernier policiers et jamaïcains à Bristol, on redoutait des provocations, notamment de la part des militants de l'extrême droite. En définitive, les festivités se sont déroulées dans la meilleure ambiance. Au milieu de quelques 60 000 personnes, les autorités avaient mis à pied d'œuvre 5 000 policiers. Certains bobbies sont même rentrés tout à fait dans l'esprit de la fête, au rythme des orchestres de salsa ou de reggae. Scotland Yard n'a recensé à la fin des 2 jours des festivités qu'une 40aine d'arrestations. Vol, ivresse, fumeurs de marijuana, rien à voir en tout cas avec les carnavals de 1976 et 1977 qui avaient tourné à l'émeute raciale et fait plusieurs centaines de blessés. Il y a 100 ans aujourd'hui, c'était le 26 août 1880, Guillaume Apollinaire naissait à Rome, l'auteur du Pont Mirabeau, dont l'influence a été extrêmement considérable au début du siècle dans les milieux littéraires, mais aussi dans le monde de la peinture, semble être un peu oublié aujourd'hui. C'est un sort qu'il ne mérite pas, sa place est encore parmi nous, et sa poésie aurait pu être écrite ce matin. Alors Georges Bégou nous rappelle un peu qui était Guillaume Apollinaire. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau de tes ponts belle ce matin, tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. Apollinaire, un bâtard, un apatride, fils d'une Polonaise aventurière et d'un bellâtre de fortune rencontré à Rome. Apollinaire, Guillaume de Kostrowitzki, n'en est pas moins l'un des plus grands poètes français. C'est une aubaine de pouvoir évoquer le centenaire d'un poète, disparu depuis 62 ans, et d'avoir l'impression de créer une information. L'homme et l'œuvre
qui eurent tant d'importance dans la révolution artistique du début du siècle, nous paraissent presque neufs à la sortie d'une longue hibernation. Ses cheveux sont d'or, on dirait un bel éclair qui durerait, ou ses flammes qui se pavanent dans les rosetés qui se fanent. Il faut le lire, le relire, le déguster, le rencontrer, ce colosse voyageur qu'un obus blessa à la tête en 1916 et que la grippe espagnole emporta 2 ans plus tard. À lire ou à relire Alcool, le poète assassiné, les calligrammes, à écouter la musique des mamelles de Tirésias, en se baignant dans les couleurs des peintres qu'il fréquenta, Picasso à qui il présenta Braque en 1907, Derain, Raoul Dufy ou Picabia. La grande force est désir, disait-il. Il faut le suivre, aller vers son surréalisme. Après, personne ne saurait répondre de rien, sinon de l'éclatement de la beauté et de la renaissance d'un soleil nouveau sur les apparences du quotidien. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. 1 800 000 francs pour acheter un cheval, cela vous paraîtra probablement beaucoup, mais ce chiffre ne surprend même plus les amateurs qui se regroupent en ce moment même à Deauville pour les ventes de yearlings. Les yearlings, ce sont des chevaux d'1 an que l'on vend et que leur nouveau propriétaire espère voir triompher à partir de l'âge de 3 ou 4 ans sur tous les champs de course du monde. Cette année encore, le marché reste très bien orienté. Les spécialistes hippiques utilisent le même langage pour les chevaux que pour la bourse. Il est vrai qu'en ce domaine, il s'agit là aussi de placement. Et cette année, comme l'année dernière, les records seront battus. Un très beau poulain. À Lexington, aux États-Unis, un poulain d'1 an, fils d'un étalon vedette, a été acheté 7 millions de francs par l'armateur grec Niarchos. En Amérique, les ventes de yearlings et d'étalons ont augmenté de 26% en 1 an. Ce n'est pas Wall Street, mais il existe un véritable marché parallèle où quelques riches propriétaires se battent à coups d'enchères pour obtenir les poulains ayant les meilleures origines. Ici, ce marché énorme est possible car les éleveurs et les propriétaires américains ont le droit de déduire tous les 5 ans leur déficit agricole de leurs impôts. Les éleveurs français, eux, sont désavantagés. Aussi, ils sont obligés de vendre leurs meilleurs chevaux de course aux étrangers pour pouvoir éponger leurs dettes. Le marché de Deauville est donc plus modeste. Ce poulain est un des rares à avoir été adjugé 1 million de francs. Tous les étalons sont syndiqués, c'est-à-dire vendus par action. Le cheval est ainsi divisé en 40 parts, mais il ne sert qu'à la reproduction. Et les prix de saillie représentent à long terme un capital énorme. L'IFAR, vendu 1 million de francs en Amérique, son prix de saillie est actuellement de 600 000 francs. À la bourse des étalons, le dernier record est détenu par Spectacular Bid, vendu 88 millions de francs. Vous tombez sur un cheval qui est un cheval de course tout à fait exceptionnel. Il vient de gagner plus de 2,5 millions de dollars de prix. Il est imbattu cette année. Il était le champion à 2 ans, champion à 3 ans. Bon, alors ça, c'est un étalon exceptionnel. Pour les États-Unis, il n'y avait que 20 parts à vendre. Son propriétaire en a gardé la moitié. Bon, à ce niveau-là, c'est pas une performance extraordinaire commercialement parlant que de vendre 20 parts à 550 000 dollars avec des conditions de paiement plutôt avantageuses. Pour sauver et maintenir l'élevage français, on fait en sorte de garder les étalons quelques années en France avant qu'ils ne partent faire carrière à l'étranger. Ainsi, ils assurent la relève. C'est le cas de Farley. Alors, est-ce que c'est intéressant d'acheter des parts d'étalons pour un propriétaire? En général, les gens investissent parce qu'ils veulent garder un certain patrimoine en France. Et si on laisse tous les étalons partir les uns après les autres... c'est le cas déjà, hein? C'est déjà le cas et on n'aura plus rien. Et à l'heure actuelle, une très grosse offre vient d'être refusée de ce cheval. Et les gens ne sont pas vendeurs car plus jamais ils ne pourront acquérir en France un cheval ayant ces performances. Farley a été vendu combien et quelle offre vous fait-on actuellement? Plusieurs millions de dollars. On peut dire un prix approximatif. Autour de 10 millions de dollars. Malgré les sommes fabuleuses offertes, les éleveurs français sont inquiets. Le cheptel des étalons diminue, il ne reste plus que 3 grands étalons, Luthier, Cachemire et Green Dancer, que nous voyons actuellement. Il est d'un modèle parfait. Et pour assurer l'avenir de l'élevage français, tous les espoirs reposent maintenant sur les jeunes étalons comme Farley, Crystal Palace, Lightning et Sharpman.
Il n'a pas fait très chaud à Deauville aujourd'hui, presque partout en France d'ailleurs, les températures étaient voisines de 20 degrés, vous le constatez sur cette carte, avec toutefois pas mal d'exceptions, notamment sur la côte atlantique et la côte méditerranéenne, où là, le thermomètre a frôlé souvent les 30 degrés, 29 degrés par exemple, près de Marseille. Demain, des éclaircies apparaîtront par l'ouest, mais le ciel restera en général couvert avec pas mal d'orages sur une bonne partie de la France. Les températures seront sans grand changement par rapport à aujourd'hui. Avant de nous quitter, je voudrais vous donner une dernière information à propos de la Pologne. Le Conseil central des syndicats polonais vient en effet d'accepter la démission de son président, M. Zidlak, et a élu à sa place M. Romuald Jankowski, qui était jusqu'à présent président de la Fédération des syndicats de la métallurgie. Une démission et une nomination qui était d'ailleurs attendue depuis le discours de M. Guirec dimanche soir. Notre prochain journal vous sera présenté par Paul Amar aux alentours de 23h30. Et puis demain, j'espère vous retrouver à 12h45 pour un nouvel antenne de midi qui recevra demain M. Georges Conchon. Bon après-midi, bonne soirée, et à demain.